Comment un traité de paix peut-il devenir une déclaration de guerre et comment une armée, bâtie pour conquérir un continent, pouvait-elle être plus mal équipée que la milice de fermiers qu'elle prétendait protéger? L'histoire de la jeune République américaine est pleine de paradoxes sanglants, mais aucun n'est plus assourdissant de silence que celui-ci. Paris, 1783. L'encre sèche à peine sur le traité qui consacre la naissance des États-Unis d'Amérique. Dans les salons dorés, des diplomates épuisés lèvent leur verre à une nouvelle ère de paix et de liberté. Mais, à des milliers de kilomètres de là, dans les forêts profondes et humides de la vallée de l'Ossio, cette même encre trace une condamnation à mort. Car en cédant à l'Amérique les vastes territoires à l'ouest des Appalaches, la Grande-Bretagne a commis une trahison monumentale. Elle a offert en cadeau des terres qui ne lui appartenaient pas, des terres habitées depuis des temps immémoriaux par des dizaines de tribus indiennes, les Miami, les Shawnee, les Delaware, les Wyandot. Ces tribus, qui avaient pour la plupart combattu aux côtés des Britanniques, se retrouvent soudainement abandonnées. Leurs droits ignorés, leur foyer livré à la voracité d'une nouvelle nation qui se considère comme l'héritière légitime de tout un continent. La ligne tracée sur la carte européenne est un poignard planté dans le cœur du monde amérindien. Pour les Américains, le traité de Paris est une promesse. La promesse de terres infinies, de richesses, d'un avenir bâti sur l'expansion. Pour les habitants de l'Ohio, c'est une invasion. Presque immédiatement, le filet des traités commence à se resserrer. Fort Stanwix, Fort McIntosh, Fort Finney. Des parchemins sont présentés aux chefs, souvent sous la menace, par des hommes qui parlent de paix tout en lorgnant sur les forêts giboyeuses. On leur demande de céder des millions d'acres pour des broutilles, des promesses de protection qui sonnent creux. Certains chefs, désespérés ou corrompus, signent. D'autres refusent, leur voix se perdant dans le vent. Mais les signatures, même contestées, suffisent. Elles deviennent le prétexte légal à l'inévitable. Le gouvernement fédéral, jeune et faible, installé à New York, est lui-même pris au piège. Il doit payer les dettes colossales de la guerre d'indépendance. La vente des terres de l'Ohio est sa seule source de revenus substantiels. Des compagnies de spéculation foncière menées par les hommes les plus puissants du pays, y compris des pères fondateurs, exercent une pression implacable. Le Congrès compte l'argent, les colons comptent les jours et les Indiens comptent les fusils. L'histoire savait déjà quel décompte serait le bon. Un flot ininterrompu de colons se déverse alors à travers les montagnes, descendant la rivière Ohio sur des milliers de barges et de radeaux. Ils sont affamés de terre, convaincus de leur bon droit, de leur destinée manifeste, avant même que l'expression ne soit inventée. Ils défrichent, construisent des cabanes, plantent du maïs sur les anciennes terres de chasse. Pour eux, c'est la civilisation qui avance. Pour les Shawnee et les Miami, c'est une plaie béante qui s'étend sur le corps de leur mère, la terre. La réponse ne se fait pas attendre, elle est féroce, désespérée. Des groupes de guerriers attaquent les colonies isolées, les cabanes flambent dans la nuit, le tomahawk répond à la hache du pionnier. La frontière devient une zone de guerre non déclarée, un cycle de violence et de représailles où chaque atrocité en engendre une autre. Les colons, terrorisés, exigent la protection de leur gouvernement. Ils ont payé pour ces terres, ils veulent la sécurité. Le cri de la frontière remonte jusqu'à la capitale, assourdissant les débats feutrés du Congrès. La paix par le parchemin a échoué. Il est temps d'essayer la paix par le fer. Qu'est-ce qui pousse un homme à s'aventurer dans des terres sauvages vers une mort certaine? Le devoir, l'avidité ou une foi aveugle en son destin? Pour les colons de l'Ohio, c'était un mélange des trois, un cocktail mortel qui allait transformer les forêts en un immense bûcher. Le gouvernement, pressé d'agir, comprend que les traités ne suffisent plus. Il faut une démonstration de force, une leçon qui gravera la puissance américaine dans la mémoire des tribus. Mais quelle force? L'armée continentale a été dissoute après la Révolution. Le pays se méfie des armées permanentes, y voyant un outil potentiel de tyrannie. Il ne reste qu'une poignée de réguliers, à peine assez pour garder quelques forts isolés. Le reste est une mosaïque de milices d'État, des fermiers et des artisans qui prennent les armes en cas d'urgence, mal entraînés, mal équipés et surtout peu enclins à se battre loin de leur foyer. C'est pourtant avec ces outils dérisoires que l'Amérique décide de lancer sa première guerre post-révolutionnaire.
Une guerre non pas contre un empire, mais contre les peuples qui se dressent sur le chemin de son ambition. L'encre du traité de Paris a tracé une frontière sur le papier. Le sang qui s'apprête à couler va la graver dans la terre. L'échec de la diplomatie et la montée de la violence sur la frontière ont fait comprendre une chose aux tribus de l'Ohio. Divisées, elles seraient détruites les unes après les autres. Le temps des rivalités ancestrales était révolu. Face à l'orage qui venait de l'Est, il fallait devenir l'orage. Cette prise de conscience donna naissance à un projet aussi audacieux que désespéré, la Confédération de l'Ouest. Ce n'était pas une simple alliance de guerre, mais une tentative de créer une nation amérindienne unifiée, capable de parler d'une seule voix et de se battre comme un seul homme. Au cœur de ce miracle politique et militaire se trouvaient deux hommes, deux chefs que tout semblait opposés, mais que l'histoire avait réunis pour un bref et fulgurant moment de gloire. Le premier était Michiquiniqua, que les Américains appelaient Little Turtle. Chef de la tribu des Miamis, il n'avait rien du guerrier impétueux. C'était un stratège, un homme au regard calme et pénétrant qui voyait le monde comme un échiquier. Il comprenait les Américains, leur soif de terre, leur organisation, leur technologie. Il savait que la force brute ne suffirait pas. Pour les vaincre, il fallait penser comme eux, anticiper leurs mouvements et retourner leurs propres méthodes contre eux. Little Turtle était un tacticien né, un maître de l'embuscade et de la guerre psychologique. Il prônait la discipline, la coordination, la patience. Dans les conseils, sa parole était lente, réfléchie, mais pesait lourd. Il n'inspirait pas la fureur guerrière, mais la confiance glaciale de celui qui connaît déjà l'issue de la bataille avant même qu'elle ne commence. Son ambition n'était pas seulement de repousser les colons, mais de forcer les États-Unis à reconnaître une frontière permanente, la rivière Ohio, au-delà de laquelle aucune colonie ne serait tolérée. C'était un objectif politique soutenu par une stratégie militaire implacable. L'autre pilier de la Confédération était Weyapier-Senwa, connu sous le nom de Blue Jacket, chef de guerre des Shawnees. Il était le feu là où Little Turtle était la glace. Charismatique, impétueux, son éloquence enflammait les cœurs des jeunes guerriers. Blue Jacket incarnait l'esprit de résistance indomptable des Shawnees, une tribu qui se battait contre l'expansion américaine depuis des décennies. Pour lui, cette guerre était une croisade sacrée pour la défense de leur mode de vie et de la terre de leurs ancêtres. Il excellait dans l'art de mener les hommes au combat, sa présence sur le champ de bataille galvanisant les troupes. Si Little Turtle dessinait les plans de la bataille, Blue Jacket était celui qui plongeait au cœur de la mêlée, son cri de guerre ralliant les combattants. Ensemble, ils formaient un duo redoutable, le cerveau et le bras armé de la résistance. Leur alliance n'allait pas de soi. Les Miamis et les Shawnees avaient été des rivaux. Les autres tribus, comme les Delaware, les Wyandot, les Potawatomi, les Ottawa, avaient leurs propres chefs, leurs propres intérêts. Forger cette confédération relevait de la prouesse diplomatique. Des conseils secrets se tenaient dans des lieux reculés, autour de feux de camps crépitants. On fumait le calumet de la paix, on partageait le wampum, on ravivait les anciennes traditions d'alliance. Little Turtle et Blue Jacket passèrent des mois à voyager de village en village, usant de persuasion, de menaces parfois, mais surtout d'un argumentaire implacable. L'unité ou la mort. Ils parvinrent à convaincre les chefs les plus sceptiques que le danger que représentaient les longs couteaux, le surnom donné aux Américains, surpassait toutes les anciennes querelles. Peu à peu, une armée prit forme, une armée comme on n'en avait jamais vu dans la région des Grands Lacs. Des guerriers de plus d'une douzaine de tribus différentes, parlant des langues différentes, mais unis par un objectif commun. Ils s'entraînaient ensemble, apprenaient à coordonner leurs attaques. Ils étaient armés de fusils britanniques, obtenus auprès de marchands de Détroit, qui voyaient d'un mauvais œil l'expansion américaine. Cette armée n'était pas une simple bande de pillards. C'était une force disciplinée, mobile, connaissant parfaitement le terrain et dirigée par deux des plus grands chefs militaires de leur temps. Ils n'attendaient qu'une chose, que les Américains fassent le premier pas. Ils n'auraient pas à attendre longtemps. La Confédération était un serpent enroulé dans les hautes herbes, prêt à frapper. Et Washington, ignorant la nature exacte de la menace, s'apprêtait à envoyer un homme marcher pieds nus droit sur lui.
La réponse de Washington à la violence sur la frontière fut l'expédition du général Josiah Armar en octobre de l'année 1790. Sur le papier, le plan était simple. Une démonstration de force pour intimider les tribus, brûler leur principale ville près de la future Fort Wayne dans l'Indiana et se retirer. Armar disposait d'environ 300 réguliers de la première infanterie américaine et de plus de 1100 miliciens venus du Kentucky et de Pennsylvanie, une force considérable pour l'époque. Mais une armée est plus que la somme de ses soldats. Celle de Armar était un désastre ambulant. Les réguliers étaient des professionnels, mais les miliciens étaient indisciplinés, mal équipés et plus intéressés par le pillage que par le combat. Leur mépris pour les réguliers était égalé par le mépris des réguliers pour eux. Le commandement était faible, Armar lui-même étant plus un administrateur qu'un meneur d'hommes. Surtout, il partageait de tous une conviction arrogante que les Indiens étaient des sauvages incapables de mener une bataille rangée, qui s'enfuiraient à la première démonstration de force. Cette arrogance allait être leur perte. La campagne commença comme prévu. L'armée s'enfonça en territoire ennemi sans rencontrer de résistance significative. Les guerriers de Little Turtle et Blue Jacket semblaient en s'être évanouis dans la nature. Les Américains atteignirent Kekyonga, la principale ville des Miamis, et la trouvèrent abandonnée. Conformément aux ordres, ils la brûlèrent, ainsi que plusieurs autres villages voisins. Armar, satisfait, se prépara à déclarer victoire. C'était exactement ce que Little Turtle attendait. Il n'avait aucune intention de défendre des villages vides. Son plan était de laisser l'armée américaine s'étirer, se diviser, puis de détruire ses détachements un par un. Le premier piège se referma sur le colonel John Hardin. Envoyé avec un détachement de miliciens et quelques réguliers à la poursuite d'un groupe d'Indiens, il tomba dans une embuscade parfaitement orchestrée. Les guerriers de Little Turtle, cachés dans les bois et les hautes herbes, déclenchèrent un feu dévastateur. La plupart des miliciens prirent la fuite sans même tirer un coup de feu, abandonnant les réguliers à leur sort. Ces derniers se battirent avec un courage désespéré, mais furent submergés et anéantis. C'était une défaite cuisante, mais Armar, incapable d'admettre la réalité, la qualifia d'escarmouche mineure. Il envoya un autre détachement, plus important, sous les ordres du major John Willis, pour localiser et détruire la principale force indienne. Ce fut une répétition de la même tragédie, mais à plus grande échelle. Little Turtle utilisa une tactique de feinte retraite brillante. Un petit groupe de guerriers attira les miliciens loin du corps principal de l'armée. Pendant que les miliciens, avides de gloire facile, se lançaient dans une poursuite désordonnée, le gros des forces de Blue Jacket et Little Turtle tomba sur les réguliers restés en arrière. Le combat fut d'une violence inouïe. Les réguliers formèrent le carré et résistèrent vaillamment, mais ils étaient encerclés et en infériorité numérique. Ils furent massacrés jusqu'au dernier. Quand les miliciens revinrent enfin sur leurs pas, ils ne trouvèrent qu'un champ de morts. La panique s'empara d'eux et ils s'enfuirent à leur tour, poursuivis par les guerriers. L'expédition de Armar se solda par un échec total et humiliant. Il avait perdu près de 200 hommes et n'avait réussi qu'à brûler quelques villages vides, ce qui ne fit qu'enrager davantage les tribus. Il se retira en désordre vers Fort Washington, l'actuel Cincinnati, affirmant avoir remporté une grande victoire. Mais les faits étaient des têtus. Une victoire proclamée dans la fumée des villages vides n'est que le prologue d'une défaite écrite dans le sang. La nouvelle de la débâcle, malgré les tentatives de Armar de la minimiser, se répandit comme une traînée de poudre. Pour la Confédération de l'Ouest, c'était une confirmation éclatante de sa puissance. Les tribus encore hésitantes rallièrent la cause. Le moral était au plus haut. Little Turtle et Blue Jacket étaient devenus des légendes. Pour les États-Unis, ce fut un choc terrible. L'humiliation était profonde. Non seulement l'expédition avait échoué, mais elle avait démontré la supériorité tactique des chefs amérindiens et l'incompétence de l'armée américaine. Le président George Washington, en apprenant les détails, entra dans une colère noire. L'homme qui avait vaincu le plus grand empire du monde ne pouvait tolérer une telle humiliation infligée par ceux qu'il considérait comme des sauvages. Il était hors de question de négocier. Il fallait une nouvelle armée. Une armée plus grande, plus puissante, une armée qui écraserait la résistance indienne une bonne fois pour toutes. La fureur du président exigeait une nouvelle frappe, plus décisive.
Le choix fatal pour la commander allait se porter sur un vieil homme malade, un général du passé. Le désastre de Armagh secoua la jeune république jusqu'à ses fondations. À Philadelphie, la capitale temporaire, la nouvelle provoqua une onde de choc. Le gouvernement était accusé d'incompétence, l'armée de couardise. Le coût de l'expédition avait été énorme et le résultat, une humiliation nationale. Le président George Washington, dont le prestige était immense, fut personnellement touché. Il avait misé sur une victoire rapide et décisive. Il se retrouvait avec une guerre sur les bras, une guerre coûteuse et impopulaire. Mais Washington n'était pas homme à reculer. Pour lui, le contrôle du territoire de l'Ohio était une question non négociable de souveraineté nationale et de viabilité économique. Il convoqua son cabinet et prit une décision fatidique, doubler la mise. Il demanda au Congrès de financer la création d'une nouvelle armée, bien plus grande que celle de Armagh, et de la placer sous le commandement d'un major général expérimenté. Le Congrès, bien que réticent à l'idée d'une nouvelle aventure militaire coûteuse, céda sous la pression de l'exécutif et de la clameur des frontaliers. Le choix du commandant était crucial. Il se porta sur Arthur Sinclair. À première vue, c'était un choix logique. Sain. Clair était un homme politique respecté, président du Congrès continental lorsque l'ordonnance du Nord-Ouest avait été adoptée et actuellement gouverneur de ce même territoire. C'était aussi un vétéran de la guerre d'indépendance, ayant servi avec le grade de major général. Il connaissait Washington, il connaissait les rouages du pouvoir, mais c'était un homme du passé. En 1791, Sinclair avait 57 ans, un âge avancé pour l'époque. Il était en mauvaise santé, souffrant terriblement de la goutte, une maladie qui le laissait parfois incapable de marcher ou même de monter à cheval. Son expérience militaire datait d'une guerre contre les armées européennes, menée en ligne et en formations ouvertes. Il n'avait aucune expérience de la guerre de frontières, de la tactique de guérilla pratiquée par les Indiens. Il était un administrateur, un bureaucrate, pas un chef de guerre capable de mener une campagne exténuante dans une nature sauvage et hostile. Washington le savait. Lors d'un entretien personnel, le président mit en garde Sinclair avec une intensité prophétique. « Méfiez-vous d'une surprise », lui aurait-il dit en le saisissant par les épaules. « Vous savez comment les Indiens se battent. Méfiez-vous d'une surprise, je le répète. » Ce fut la dernière fois que les deux hommes se virent. L'organisation de la nouvelle armée fut une catastrophe dès le début. Le Congrès avait voté les fonds, mais la machine administrative était lente et corrompue. Le département de la guerre, dirigé par Henry Knox, était dépassé. Les contrats d'approvisionnement furent confiés à des fournisseurs véreux qui livrèrent du matériel de qualité inférieure à des prix exorbitants. La nourriture arriva avariée, les tentes pourrissaient en surpied, les uniformes se déchiraient. Pire encore, les fusils étaient souvent des surplus de la Révolution, rouillés et défectueux. La poudre à canon était de mauvaise qualité. Une armée ne marche pas sur son estomac, mais sur la conscience de ses fournisseurs. Celle-ci était aussi vide que les cartouches de ses soldats. Le recrutement fut encore plus désastreux. L'Amérique n'avait pas de tradition de service militaire en temps de paix. Qui voulait s'engager pour une solde misérable, une discipline de fer et la perspective d'une mort horrible dans une forêt lointaine? L'armée dut recruter dans les bas-fonds des villes portuaires, dans les tavernes et les prisons. Les nouvelles recrues étaient un ramassis d'ivrognes, de vagabonds, de petits criminels et d'immigrants fraîchement débarqués qui ne parlaient pas un mot d'anglais. L'entraînement était quasi inexistant. On leur apprit à peine à charger leurs fusils et à marcher en ligne. Pour compléter cette troupe hétéroclite, on leva à nouveau des miliciens, aussi indisciplinés et peu fiables que ceux de Armagh. Pour couronner le tout, l'armée était suivie par une foule de suiveurs de camp, des centaines de femmes, épouses, blanchisseuses, prostituées et leurs enfants. Ils ajoutaient au chaos logistique et ralentissaient la progression de la colonne. Ce n'était pas une armée qui se préparait à partir en guerre, c'était une ville en mouvement lent, une procession de condamnés marchant vers leur propre exécution. Sinclair, malgré sa maladie, tenta de mettre de l'ordre dans ce chaos. Il se plaignit amèrement au département de la guerre de la qualité des hommes et du matériel, mais ses lettres restèrent largement sans réponse. Il était un homme pris au piège, otage de l'incompétence de ses supérieurs, de la corruption des fournisseurs et de la misère de ses propres troupes.
À l'automne 1791, cette armée de fantômes, forte d'environ 2000 hommes, quitta enfin Fort Washington et s'enfonça dans les forêts de l'Ohio. Elle avançait lentement, péniblement, construisant une série de forts sur son passage pour protéger sa ligne de ravitaillement. C'était une créature lourde et vulnérable, saignant des hommes par la désertion à chaque kilomètre. Et dans l'ombre des arbres, des yeux invisibles la suivaient, rapportant chacun de ses mouvements à Little Turtle et Blue Jacket, qui attendaient patiemment leur heure. La marche de l'armée de Sinclair fut un long calvaire, une descente aux enfers avant même que le premier coup de feu ne soit tiré. L'automne de l'année 1791 fut particulièrement rigoureux dans la vallée de l'Ohio. Des pluies glaciales et incessantes transformèrent le sol de la forêt en une mer de boue épaisse et collante. Les chariots de ravitaillement s'embourbaient jusqu'aux essieux. Les chevaux et les bœufs s'épuisaient et mouraient. La progression était d'une lenteur désespérante, parfois moins de 5 ou 6 000 par jour. Chaque pas était une lutte contre une nature hostile. Le froid s'installa accompagné des premières neiges. Les soldats, vêtus d'uniformes d'été de piètre qualité et dormant sous des tentes qui prenaient l'eau, souffraient terriblement. Les maladies se propagèrent à une vitesse foudroyante. La grippe, la pneumonie, la dysenterie ravageaient les rangs. La nourriture, déjà de mauvaise qualité au départ, devint rare. Les rations furent réduites. Les hommes, affamés, malades et gelés, perdaient tout espoir. La discipline, déjà précaire, s'effondra complètement. Les désertions devinrent un fléau quotidien. Chaque matin, des dizaines de soldats manquaient à l'appel, ayant préféré risquer la mort dans la forêt hostile plutôt que de continuer cette marche funèbre. Sinclair dut détacher un de ses meilleurs régiments, près de 300 hommes, pour pourchasser les déserteurs et protéger les convois de ravitaillement qui peinaient à suivre. Son armée, déjà faible, se réduisait comme peau de chagrin. Le général lui-même était un spectacle pitoyable. Cloué par la goutte, il était souvent incapable de se déplacer. On devait le hisser sur son cheval et parfois, quand la douleur était trop intense, le transporter sur une litière. Depuis ce perchoir de souffrance, il tentait de commander une armée qui se désintégrait sous ses yeux. Il était parfaitement conscient de la situation désespérée, mais il était poussé en avant par les ordres de Washington et par la pression politique. Reculer aurait été un aveu d'échec intolérable. Il n'avait d'autre choix que de continuer, d'avancer vers un ennemi qu'il ne voyait pas, dans un paysage qui semblait vouloir le dévorer. Peut-on justifier la cruauté de la guerre par le désir de protéger son foyer? Pour les guerriers de la Confédération, la réponse était gravée dans la terre même qu'ils défendaient. Pendant que l'armée américaine luttait contre la boue et la maladie, les éclaireurs de Little Turtle et Blue Jacket la harcelaient sans relâche. Ils restaient invisibles, une présence fantomatique dans la forêt. Ils observaient chaque mouvement, comptèrent les hommes, notaient leur état de faiblesse. Ils coupaient les sentinelles isolées, attaquaient les petits groupes de fourrageurs, créant un climat de peur et de paranoïa constant. Pour les soldats américains, la forêt n'était plus seulement un obstacle. Elle était devenue un ennemi vivant, un labyrinthe rempli de menaces invisibles. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de branches pouvait annoncer une mort rapide et silencieuse. La tension psychologique était immense. L'armée américaine était sourde et aveugle. Ses propres éclaireurs, des miliciens du Kentucky peu fiables, refusaient de s'aventurer loin du camp principal, terrorisés à l'idée de tomber sur des patrouilles indiennes. Sain, Clair n'avait aucune information fiable sur la position, la force ou les intentions de l'ennemi. Il avançait à l'aveuglette dans un brouillard de guerre total. Les chefs indiens, en revanche, savaient tout. Ils suivaient la lente agonie de la colonne américaine avec une patience de prédateur. Ils voyaient les désertions, les maladies, l'effondrement de la discipline. Ils n'avaient aucune raison de se presser. Ils laissaient l'automne, la faim et la peur faire leur travail, affaiblissant leur proie avant de porter le coup de grâce. Ils attendèrent le moment parfait, l'endroit parfait. La longue marche vers nulle part se poursuivait, inexorable. L'armée n'était plus qu'une ombre d'elle-même, un cortège d'hommes épuisés, affamés et démoralisés, traînant leurs pieds dans la boue gelée. Chaque campement du soir ressemblait un peu plus à un hospice qu'à une base militaire. Le silence oppressant de la forêt n'était rompu que par les quintes de tous des malades et les jurons des soldats.
Ils ne le savaient pas encore, mais ils ne marchaient pas vers une bataille, ils marchaient vers leur tombe. L'abîme se rapprochait et personne au sein du commandement américain ne semblait voir qu'ils étaient déjà au bord du précipice. Le soir du 3 novembre 1791, l'armée épuisée de Sinclair atteignit les rives d'un petit cours d'eau, la rivière Wabash. La neige recouvrait le sol d'une fine pellicule blanche. Le lieu choisi pour le campement semblait paisible. Une petite prairie bordée par la rivière d'un côté et par une forêt dense de l'autre. C'était en réalité un piège mortel. Le terrain était bas, dominé par une légère élévation boisée, offrant une position de tir parfaite à un ennemi caché. C'était une erreur de manuel, une faute tactique que n'importe quel jeune officier aurait dû reconnaître. Mais l'armée était à bout de force. Les hommes ne pensaient qu'à allumer des feux, à manger leurs maigres rations et à s'effondrer de sommeil. Le général Sinclair, rongé par la douleur de sa goutte, commit alors sa plus grande erreur, l'erreur fatale qui allait sceller le destin de son armée. Il ne donna aucun ordre de construire des fortifications défensives. Pas de redoute, pas de levée de terre, pas même un abatis d'arbres pour briser une charge ennemie. Le camp fut établi en 2 parties. Les réguliers campèrent en un grand rectangle sur la prairie principale, tandis que les miliciens, considérés comme peu fiables, furent placés de l'autre côté de la rivière, à près de 300 mètres de distance, sans aucun soutien direct. C'était comme inviter l'ennemi à les anéantir en premier pour ensuite se concentrer sur le gros des troupes. Les sentinelles furent postées pour la forme à une faible distance du périmètre. L'ambiance dans le camp était un mélange d'épuisement et d'insouciance. Les feux brûlaient haut, leur lueur dansant sur la neige et projetant des ombres profondes dans la forêt environnante. On entendait des chants d'ivrognes, des disputes. Personne ne semblait sentir le danger qui les enveloppait. L'histoire aime ces moments de calme trompeur, ces pauses silencieuses où le destin d'un millier d'hommes bascule sans qu'ils le sachent. À quelques centaines de mètres de là, dans l'obscurité glaciale de la forêt, un spectacle bien différent se déroulait. Plus de 1000 guerriers, Miami, Shawnee, Delaware, Potawatomi et autres alliés convergeaient en silence. Ils étaient le point culminant de la stratégie de Little Turtle et Blue Jacket. Ils avaient suivi l'armée américaine pendant des semaines, la laissant s'affaiblir, s'enfoncer toujours plus profondément dans leur territoire. Maintenant, le moment était venu. Le piège, patiemment préparé, était prêt à se refermer. Sous le couvert des arbres, Little Turtle et Blue Jacket donnaient leurs dernières instructions. Leur plan était d'une simplicité et d'une efficacité redoutables. Ils allaient encercler complètement le camp en utilisant la légère élévation pour bénéficier d'une position de tir dominante. L'attaque serait lancée juste avant l'aube, à l'heure où le sommeil est le plus profond et le froid le plus mordant. Ils concentreraient leur première attaque sur le camp isolé des miliciens, sachant qu'ils se débanderaient rapidement, semant la panique dans le camp principal. Ensuite, ils déclencheraient un feu roulant de tous les côtés, en se concentrant sur les officiers et les artilleurs pour décapiter le commandement et neutraliser la seule arme que les Indiens craignaient réellement. Il n'y aurait pas de charge massive et suicidaire. Ils utiliseraient la tactique de la guérilla, tirant à couvert, se déplaçant constamment, créant un chaos total. Contrairement au désordre du camp américain, l'armée indienne agissait comme un organisme unique, un prédateur parfaitement coordonné. Chaque chef connaissait son rôle, chaque guerrier sa position. Le silence était presque absolu, rompu seulement par le murmure des ordres et le ululement d'un hibou, un signal convenu. Ils s'installèrent pour la longue et froide veille, leur corps peint pour la guerre, leurs esprits concentrés sur le massacre à venir. Ils pouvaient voir les feux de leurs ennemis, entendre leurs voix insouciantes. C'était le son d'hommes qui ne verraient pas le prochain coucher de soleil. Dans sa tente, le général Sinclair, après avoir dicté quelques ordres pour le lendemain, tenta de trouver le sommeil. Il ignorait que juste au-delà de la faible lueur de ses sentinelles, la plus grande armée amérindienne jamais rassemblée sur le continent se préparait à effacer son commandement de la surface de la terre. La nuit s'écoula, heure après heure. Le froid s'intensifia. Dans le camp américain, les feux moururent les uns après les autres. Le silence finit par s'installer, un silence de mort. Le piège était refermé, il ne manquait plus que la première lueur du jour.
L'aube du 4 novembre 1791 se leva sur un monde de glace et de silence. Une pâle lueur grise filtrait à travers les arbres nus, révélant les tentes couvertes de givre et les formes endormies des soldats. L'heure fatidique était arrivée. Alors que les premières troupes commençaient à peine à s'éveiller pour l'appel du matin, un coup de feu unique déchira le calme glacial. Il fut immédiatement suivi par une vague de détonations et un cri de guerre terrifiant, un son guttural et inhumain qui sembla jaillir de la forêt elle-même, de tous les côtés à la fois. Le plan de Little Turtle se déroula avec une précision chirurgicale. La première attaque massive et foudroyante s'abattit sur le camp des miliciens, de l'autre côté de la rivière. Sortant des bois comme des fantômes, les guerriers de Blue Jacket se ruèrent sur les hommes à moitié endormis. La surprise fut totale, la résistance quasi nulle. En quelques minutes, le camp des miliciens cessa d'exister. Ceux qui ne furent pas tués sur le coup jetèrent leurs armes et s'enfuirent en hurlant de terreur, traversant la rivière en désordre et se précipitant vers le camp principal, semant la panique et la confusion sur leur passage. Ils n'étaient plus des soldats, mais un troupeau affolé, poursuivi de près par les tomahawks et les balles. Dans le camp principal, ce fut le chaos instantané. Les soldats, tirés de leur sommeil par les cris et les tirs, sortèrent de leurs tentes en sous-vêtements, cherchant leurs armes dans la pénombre. Les officiers, courageux mais dépassés, hurlèrent des ordres que personne n'entendait dans le vacarme assourdissant. Au même moment, le cercle de feu se referma. Depuis la lisière de la forêt et la légère éminence qui dominait le camp, des centaines de guerriers invisibles, parfaitement à couvert derrière les arbres et les troncs tombés, déclenchèrent un feu roulant d'une précision mortelle. Chaque bouffée de fumée blanche dans la pénombre annonçait la mort d'un soldat américain. Les balles pleuvaient tôt sur le camp, traversant les tentes de toile comme du papier, fauchant les hommes qui tentèrent de se rassembler. La stratégie indienne était diaboliquement efficace. Ils visaient en priorité les officiers, reconnaissables à leurs uniformes, et les artilleurs. Les canons, la plus grande menace pour les attaquants, furent rapidement réduits au silence. Les hommes qui tentèrent de les servir étaient abattus les uns après les autres, s'effondrant sur leurs pièces avant même d'avoir pu tirer un seul coup. En moins d'une demi-heure, l'artillerie américaine, fierté de l'armée, était neutralisée. Le camp était devenu un champ de tir, un abattoir à ciel ouvert. Les soldats, privés de leur chef, sans ordre clair, sans abri, couraient en tous sens, offrant des cibles faciles. Certains tentèrent de riposter, tirant à l'aveuglette vers la forêt, mais ils ne voyaient rien d'autre que des éclairs de feu fugaces. D'autres, paralysés par la terreur, restaient figés sur place, attendant la mort. Les cris des blessés se mêlaient aux cris de guerre des attaquants et aux sifflements incessants des balles. C'était un enfer de bruit, de fumée et de sang. Au milieu de ce carnage, les réguliers, les vétérans que tentèrent d'organiser une défense, le lieutenant-colonel William Darke, à la tête du 1er régiment, parvint à rassembler quelques compagnies et mena une charge désespérée à la baïonnette vers la ligne des arbres. Les guerriers, conformément à leur tactique, se replièrent, se fondant dans la forêt pour revenir harceler les flancs et l'arrière de la colonne dès qu'elle tentait de revenir vers le camp. Ces charges étaient courageuses mais futiles. Elles ne faisaient qu'épuiser les dernières forces des soldats et les exposer davantage au feu ennemi. Chaque fois qu'ils prenaient une position, ils la trouvaient vide et le feu reprenait d'une autre direction. Ils se battaient contre des fantômes. Le général Sinclair, malgré sa maladie, fit preuve d'un courage personnel remarquable. On l'aida à monter à cheval et il parcourut le champ de bataille en tentant de rallier ses hommes. 2 chevaux furent tués sous lui. Une balle lui coupa une mèche de cheveux, mais ses efforts étaient vains. L'armée n'existait plus en tant que force de combat organisée. Ce n'était plus qu'une foule d'individus terrorisés dont le seul objectif était de survivre. La bataille, ou plutôt le massacre, dura près de 3 heures. 3 heures de carnage ininterrompu. Après 3 heures d'un combat infernal, le camp américain n'était plus qu'un amoncellement de morts et de mourants. Toute forme de résistance organisée avait cessé. Les quelques poches de soldats qui se battaient encore étaient rapidement submergés et anéantis.
Le centre du camp, autour des canons réduits au silence et des tentes en feu, était jonché de centaines de corps. Les femmes et les enfants qui avaient suivi l'armée furent pris dans le massacre. Certains furent tués dans la confusion des combats, d'autres capturés ou abattus alors qu'ils tentèrent de se cacher. Le spectacle était apocalyptique. Le général Sinclair, voyant que tout était perdu, comprit qu'il n'y avait plus qu'une seule option, tenter une percée pour sauver les quelques survivants. Rassemblant les derniers officiers valides et une poignée de soldats les plus courageux, il organisa une dernière charge désespérée, non pas pour vaincre, mais pour fuir. Ils concentrèrent leur assaut sur une partie de la ligne indienne, là où la route par laquelle ils étaient arrivés quittait le champ de bataille. Cette charge du désespoir réussit à percer brièvement l'encerclement. Pour les Indiens, il était plus intelligent de laisser s'ouvrir une échappatoire que de risquer des pertes inutiles en affrontant des hommes qui se battaient pour leur vie. Ils s'écartèrent, laissant passer les premiers fuyards. Ce qui devait être une retraite organisée se transforma instantanément en une débandade totale, une fuite éperdue vers le sud. La discipline vola en éclats. Ce fut chacun pour soi. Soldats, miliciens, officiers et civils, tous se précipitèrent dans l'ouverture, jetant leurs fusils, leurs sacs, tout ce qui pouvait les ralentir. La panique était leur seul guide. Mais le piège de Little Turtle n'était pas seulement tactique, il était aussi psychologique. La fuite était une autre phase de la destruction. Les guerriers se lancèrent à la poursuite des survivants. C'était une chasse à l'homme à grande échelle qui s'étendit sur des kilomètres. Les soldats épuisés, blessés, démoralisés étaient des proies faciles. Les guerriers les plus rapides et les plus endurants les rattrapaient et les abattaient sans pitié. La route de la retraite devint un chemin de croix, marqué par les corps de ceux qui n'avaient pas pu aller plus loin. Le général Sinclair fut emporté par la foule. Sans cheval, soutenu par quelques aides, il parvint à s'échapper. D'autres eurent moins de chance. Le général Richard Butler, le second de Sinclair, fut gravement blessé. Laissé sur le champ de bataille, il fut découvert par des guerriers qui le tuèrent et lui arrachèrent le cœur. Sur le champ de bataille, la victoire de la Confédération était totale. Ils étaient en maître des lieux. Ils récupérèrent un butin immense. Plus de 1200 fusils, plusieurs canons, des tentes, des chevaux, des uniformes et surtout des réserves de whisky qui entraînèrent des scènes de célébration macabres au milieu des cadavres. Le bilan de la défaite américaine était effroyable, presque inimaginable. Sur une armée d'environ 1400 hommes engagés dans la bataille, au moins 632 officiers et soldats furent tués et 264 autres blessés, beaucoup mortellement. En incluant les civils, le nombre de morts dépassa probablement les 900. Les pertes de l'armée régulière s'élevaient à plus de 97%, tués ou blessés. C'était, et cela reste à ce jour, le taux de perte le plus élevé jamais subi par une unité de l'armée américaine dans toute son histoire. En comparaison, les pertes de la Confédération indienne furent minimes, estimées à une trentaine de tués. Ce n'était pas une défaite, c'était un anéantissement. La plus grande et la plus puissante armée que les États-Unis avaient jamais mise en ligne à l'ouest des Appalaches avait été rayée de la carte en une seule matinée. La nouvelle de ce triomphe se répandit comme le vent dans les villages indiens de la région des Grands Lacs jusqu'au Mississippi. C'était la plus grande victoire jamais remportée par les peuples autochtones contre les États-Unis. Une victoire qui semblait prouver que l'avancée des longs couteaux pouvait être non seulement arrêtée, mais inversée. Pour Little Turtle et Blue Jacket, c'était la consécration de leur stratégie, la justification de leur alliance. Ils avaient montré au monde que des guerriers unis, combattant pour leur terre, pouvaient vaincre une armée de professionnels. Mais l'histoire est souvent ironique. Cette victoire éclatante, ce moment de gloire suprême, portait en lui les germes d'une défaite future encore plus terrible. Pendant des semaines, la capitale, Philadelphie, resta dans une ignorance béate. Les communications étaient lentes et personne n'imaginait autre chose qu'une victoire américaine. Puis, à la fin du mois de décembre, les premiers survivants arrivèrent, épuisés, gelés, hagards, porteurs d'une nouvelle incroyable. L'armée de Sinclair avait été détruite, anéantie. Au début, personne n'y crut. C'était impossible, un conte de fous. Mais bientôt, d'autres rapports confirmèrent l'ampleur de la catastrophe.
Un messager officiel apporta enfin le rapport laconique et désespéré de Sinclair au président Washington. La légende raconte que Washington reçut la nouvelle alors qu'il donnait un dîner. Il garda son sang-froid jusqu'au départ du dernier invité. Puis, seul avec son secrétaire, sa fureur éclata. Il tempêta, maudissant Sinclair pour avoir ignoré son avertissement, pour être tombé dans une embuscade, pour avoir sacrifié une armée entière. La colère passée, le président accablé reprit son calme et se concentra sur l'essentiel, sauver la République de la crise qui s'annonçait. La nouvelle se répandit dans la ville comme un incendie. Le choc laissa place à la colère et à la panique. Le pays avait perdu la quasi-totalité de son armée. La frontière était désormais sans défense, ouverte aux raids de la Confédération victorieuse. Les colons de l'Ohio, du Kentucky et de l'ouest de la Pennsylvanie étaient terrifiés. Beaucoup abandonnèrent leurs fermes et s'enfuirent vers l'est. Sur les marchés financiers, la panique s'installa. Les actions des compagnies de spéculation foncière s'effondrèrent. Le crédit du jeune gouvernement américain déjà fragile était menacé. Certains en Europe prédisaient déjà la fin de l'expérience américaine, une nation incapable de contrôler son propre territoire. La défaite de la Wabash se transforma rapidement en un tremblement de terre politique. Ce fut le premier grand scandale national de l'histoire des États-Unis. L'opposition, menée par des figures montantes comme James Madison, saisit l'occasion pour attaquer le gouvernement de Washington et sa politique militaire. Des voix s'élevèrent pour réclamer des comptes. Comment une telle catastrophe avait-elle pu se produire? Qui était responsable? L'opinion publique exigeait un bouc émissaire. Arthur Sinclair fut la cible évidente. De retour à Philadelphie, il fut ostracisé, insulté dans les rues. Il demanda une cour martiale pour laver son honneur, mais on la lui refusa. Pour se défendre, il menaça de publier sa correspondance avec le secrétaire à la guerre, Henry Knox, et le quartier-maître général, Samuel Hodgdon, révélant ainsi l'incompétence et la corruption qui avaient dominé l'expédition dès le départ. Face à la pression publique, la Chambre des représentants prit une décision historique. Elle lança la toute première enquête parlementaire sur les agissements du pouvoir exécutif. Un comité spécial fut formé pour déterminer les causes de l'échec de l'expédition. Le comité demanda au président Washington de lui fournir tous les documents relatifs à la campagne. Ce fut un moment de tension constitutionnelle sans précédent. Washington convoqua son cabinet pour décider de la conduite à tenir. Pour la première fois dans l'histoire américaine, le concept de privilège de l'exécutif fut invoqué. Le cabinet décida que le président avait le droit de refuser de communiquer des documents si leur divulgation portait atteinte à l'intérêt public. Cependant, dans ce cas précis, pour éviter une confrontation directe avec le Congrès et pour montrer que l'exécutif n'avait rien à cacher, Washington accepta de coopérer. L'enquête du Congrès dura des mois. Elle révéla les défaillances catastrophiques dans la chaîne d'approvisionnement, la mauvaise qualité du matériel, le recrutement désastreux et les retards bureaucratiques. Le rapport final exonéra largement Sinclair, reportant la responsabilité principale sur le département de la guerre et les fournisseurs. Mais politiquement, le mal était fait. Sinclair démissionna de son poste de major général dans la honte, sa carrière militaire et politique brisée. La crise eut des conséquences profondes et durables. Elle força le gouvernement américain à repenser entièrement sa politique de défense. Le système reposant sur des milices et une petite armée de réguliers avait montré ses limites de la manière la plus sanglante qui soit. La nation, humiliée et furieuse, était désormais prête à accepter ce qu'elle avait toujours redouté, la création d'une armée professionnelle permanente, bien entraînée, bien équipée et bien dirigée. Sur les cendres de l'armée de Sinclair, une nouvelle force allait naître, une machine de guerre conçue dans un seul but, venger la défaite de la Wabash et écraser la Confédération de l'Ouest une bonne fois pour toutes. La victoire de la Confédération à la bataille de la Wabash fut si complète, si écrasante, qu'elle créa une illusion de puissance invincible. Pour les guerriers de Little Turtle et Blue Jacket, et pour les nombreuses tribus qui les soutenaient, il semblait que la guerre était gagnée. Ils avaient détruit la plus grande armée que l'ennemi avait pu envoyer contre eux. Ils pensaient que les États-Unis, humiliés et vaincus, allaient renoncer à leurs ambitions sur l'Ohio et accepter la rivière comme une frontière permanente. C'était une erreur de jugement tragique.
Ils avaient gagné une bataille, peut-être la plus grande de toutes, mais ils n'avaient pas compris la nature de leur adversaire. Ils n'avaient pas vaincu une armée, ils avaient piqué au vif un empire naissant. La défaite de Sinclair, loin de décourager les États-Unis, ne fit que renforcer leur détermination. L'humiliation nationale exigeait une vengeance. Le choc de la catastrophe provoqua une réforme militaire radicale. Le Congrès, réalisant l'échec du système existant, vota la création d'une nouvelle armée professionnelle, la Légion des États-Unis. Ce n'était pas une simple réorganisation, c'était une refonte complète de la philosophie militaire américaine. La Légion était organisée en sous-légions, combinant infanterie, cavalerie et artillerie pour une flexibilité maximale. Le recrutement était plus sélectif, la discipline de fer et surtout, l'entraînement était intensif et impitoyable. Pour commander cette nouvelle force, Washington choisit un homme que les Indiens connaissaient et craignaient. Le général Anthony Wayne, surnommé Mad Anthony, pour son audace et son agressivité pendant la guerre d'indépendance. Wayne n'était pas Sinclair. Il était un chef de guerre dans l'âme, un tacticien méticuleux et un meneur d'hommes impitoyables. Il passa près de 2 ans à entraîner sa légion, la transformant en une machine de guerre parfaitement huilée, spécifiquement conçue pour combattre dans les forêts de l'Ohio. Il enseigna à ses hommes les tactiques de la guérilla, la construction de fortifications rapides et la précision du tir. Pendant ce temps, la Confédération de l'Ouest commençait à se fissurer. La victoire avait apporté la gloire, mais aussi l'excès de confiance. Les conseils des chefs étaient divisés sur la stratégie à suivre. Little Turtle, le stratège prudent, sentait le vent tourner. Il avait vu la détermination des Américains et comprenait qu'ils reviendraient, plus forts et mieux préparés. Il prônait la négociation, arguant qu'il valait mieux obtenir un traité favorable maintenant en position de force plutôt que de tout risquer dans une nouvelle bataille. Mais sa voix fut couverte par celle de Blue Jacket et d'autres chefs grisés par la victoire qui voulaient une guerre totale. Ils croyaient pouvoir renouveler l'exploit de la Wabash. Little Turtle fut marginalisé, accusé de couardise. L'alliance qui avait été leur plus grande force commença à s'effriter. En août de l'année 1794, 3 ans après la défaite de Sinclair, Wayne et sa légion avancèrent au cœur du territoire indien. La confrontation finale eut lieu à la bataille de Fallen Timbers, non loin du site de la victoire de Armagh. La bataille se déroula dans une zone d'arbres renversée par une tornade, un terrain qui aurait dû favoriser les tactiques d'embuscade des Indiens. Mais cette fois, ils n'affrontaient pas des recrues paniquées. Ils affrontaient les légionnaires disciplinés de Wayne. La Légion chargea à la baïonnette avec une férocité et une discipline que les guerriers n'avaient jamais vue. En moins d'1 heure, la Confédération fut mise en déroute. La défaite fut totale. Ce qui suivit fut encore plus dévastateur. Les guerriers en fuite se replièrent vers Fort Miami, un poste britannique voisin, espérant y trouver refuge comme les Anglais le leur avaient laissé entendre. Mais le commandant britannique, ne voulant pas déclencher une guerre avec les États-Unis, leur ferma les portes au nez. Cette trahison brisa le moral de la Confédération. La défaite militaire se doubla d'un abandon diplomatique. La Grande Alliance se désagrégea. 1 an plus tard, en 1795, les chefs des tribus vaincues furent contraints de signer le traité de Greenville. Ils cédèrent la quasi-totalité de l'actuel Ohio et une partie de l'Indiana. La victoire de la Wabash s'était avérée être une victoire à la Pyrrhus. Elle n'avait fait que retarder l'inévitable et rendre la défaite finale encore plus écrasante. Leur plus grand triomphe avait directement conduit à la création de l'instrument de leur destruction. Et ainsi, l'histoire de la plus grande défaite militaire des États-Unis sombra dans l'oubli. Pour la jeune nation, le souvenir était trop honteux, trop douloureux. Il contredisait le mythe naissant d'une expansion providentielle et irrésistible. Il était plus facile de se souvenir des victoires, même mineures, que de cette humiliation infligée non pas par une grande puissance européenne, mais par des peuples que l'on qualifiait de sauvages. La défaite de Scinde. Clair fut effacée de la mémoire populaire, remplacée dans le panthéon des batailles frontalières par des récits plus confortables, comme la défaite de Custer à Little Bighorn, près d'1 siècle plus tard.
Bien que beaucoup plus petite en termes de pertes, la dernière résistance de Custer pouvait être romancée en un sacrifice héroïque. Le massacre de la Wabash, lui, n'était qu'une histoire d'incompétence, de panique et d'anéantissement. Il n'y avait pas de héros, seulement des victimes, et une honte nationale. La nation américaine a préféré oublier sa plus grande honte militaire, la remplaçant par des mythes héroïques. Mais l'histoire ne tolère pas le vide. C'est peut-être dans la reconnaissance de ces pages sombres, et pas seulement dans la célébration des victoires, que réside la véritable force d'âme. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour l'avenir d'une nation ? Une légende inspirante qui peut être un mensonge ou une amère vérité qui oblige à apprendre de ses erreurs ? Écrivez votre réponse dans les commentaires, car l'histoire continue en ce moment même.